Voilà. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous toutes et à vous tous d'être présents ce soir sur ce live consacré, enfin sur ce Zoom consacré à un instant de méthodologie avec monsieur le professeur Revé. Donc, monsieur le professeur, merci beaucoup d'être présent parmi nous. Sans plus Bonsoir à tous. tarder, je vous propose de passer donc au cœur du sujet. Donc, on est ici pour un live qui a l'objectif de reparcourir les enjeux de la méthodologie pour les épreuves à l'approche des partiels, qui seront, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, à distance pour ceux qui ne sont pas, enfin, qui n'auraient pas eu l'information, mais je pense que tout le monde l'a eu. Donc on a segmenté en fait des questions qui ont été envoyées par vous, tous les étudiants, en différentes parties. Comme ça, on pourra les poser petit à petit. Et ensuite, dans un deuxième temps, on vous proposera de poser les questions que vous pourriez encore avoir si on a le temps. Pour vous décrire les grandes thématiques des questions qui seront abordées dans ce premier temps, on aura quelques questions sur la gestion du temps pendant les partiels, sur comment les petits conseils pour organiser ces révisions, sur la structure de certaines types d'épreuves, des petits conseils dessus. Ensuite, des conseils un peu clés en main pour réussir son épreuve. Et ensuite, on abordera deux, trois autres questions un peu plus diverses. Voilà, donc Ben, je te laisse la parole pour la première question. Et monsieur le professeur, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà. Ok. Bah, pour aborder les premières questions, ça concerne le temps et elles se regroupent un peu. C'est comment bien gérer son temps en partiel. La question, c'est aussi les partiels à distance, parce que c'est peut-être différent en partiel à distance qu'en partiel physique. Et pour gérer le temps, il y a une autre question, mais ça, c'est pareil, c'est la même question. C'était le temps passé pour chacune des phases de la rédaction, donc brouillon, introduction. Et du coup, voilà, la question générale, c'est vraiment comment bien gérer son temps en partiel. Un petit conseil ou quelque chose comme ça. Oui, bien sûr, c'est une question cruciale. Que ce soit en présentiel ou en distanciel, le problème se pose en toute hypothèse. Vous avez d'ailleurs, je pense, je suis même certain, la même durée d'épreuve, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Je crois que vous êtes tous, peut-être certains M2, mais vous n'êtes pas concernés ici, auront des examens en présentiel. Mais vous tous, là, d'après mes informations, vous aurez uniquement du distanciel. Ce qui veut dire, mais on en reparlera, que peut-être les épreuves ne seront pas forcément les mêmes qu'en présentiel. S'agissant de la gestion du temps, à mon avis, le seul moyen de le gérer le mieux, en tout cas le moins mal, c'est de se faire à l'avance un planning. C'est-à-dire que l'inconvénient ou le risque pour tous les étudiants, c'est de se laisser déborder par telle ou telle phase. Donc, pour ne pas se laisser déborder, c'est-à-dire pour ne pas se trouver en situation de ne pas pouvoir rendre une copie terminée, ben, il faut au préalable découper le temps en périodes et se faire un tableau très précis et l'intégrer, l'apprendre et puis l'avoir avec soi pendant l'épreuve. Après, ça dépend bien sûr du type d'épreuve, mais enfin, disons, si on fait quelque chose d'un peu global, d'un peu général, dans une épreuve quelle qu'elle soit, il y a à peu près 3 phases ou 4, 3 et demi. Bon, il y a le premier temps qui consiste à bien comprendre le sujet, à l'analyser et ensuite à faire ses recherches. Alors les recherches, quand c'est en présentiel, c'est dans sa tête. Dans le code civil, c'est une épreuve de droit civil, enfin dans les sources documentaires auxquelles vous pouvez avoir accès, dans sa mémoire tout particulièrement. Et voilà, rassembler l'information en prenant le temps, toujours au début, de bien s'imprégner du sujet. Parce qu'un des inconvénients ou des risques, ou des dangers, c'est de ne pas avoir une compréhension suffisamment juste du sujet. Et pour ça, il faut se donner le temps de le lire et de le relire. Ça peut vous paraître très long, vous êtes stressé, vous avez le compte à rebours, mais ne négligez pas ce temps, ça ne dure pas longtemps.
durer quelques minutes au maximum, il faut vraiment y réfléchir en tant que tel. Voilà. Et bien cerner si c'est un cas pratique, si c'est un arrêt, bien identifier l'attendu, le problème, les faits aussi, qui sont souvent un élément d'éclairage. Voilà. Donc ça, c'est la phase de découverte du sujet. Et à partir de là, ça va évoquer nécessairement des connaissances ou des débuts de connaissances et vous rassemblez le maximum d'informations, tel article, telle jurisprudence, tel passage du cours, telle problématique, tel débat, etc. etc. C'est votre matière première. Voilà. Et ensuite, après on verra le temps qu'on peut consacrer à tout ça. Ensuite, une fois que vous avez rassemblé cette matière première, il faut construire la trame de votre analyse. Bon, c'est le deuxième temps. Voilà, recherchez éventuellement donc, les éléments d'une démonstration. Ne cherchez pas forcément tout de suite un plan, parce que le plan, c'est le reflet de votre pensée, le reflet de votre démonstration. Et quand on veut se rassurer en ayant un plan coûte que coûte avant, j'allais dire, de faire la démonstration, soit on a un plan bateau, soit on a un plan qui est hors sujet, c'est beaucoup dire, mais qui n'est peut-être pas le reflet suffisant de la démonstration. Donc faites votre démonstration, c'est-à-dire mettez les éléments qui doivent vraiment être restitués et essayez, et vous devez plus qu'essayer, vous devez arriver à trouver une logique démonstrative. C'est-à-dire vous partez d'un point A, vous passez à un point B, puis un point C, et pas forcément jusqu'à un point Z, mais il y a une logique Alors cette logique, elle va encore une fois de plus dépendre du type d'exercice. Si c'est un commentaire d'arrêt, vous allez beaucoup partir de l'attendu, voir si effectivement il peut y avoir une césure, ou bien si vous avez abordé l'arrêt de telle ou telle façon, est-ce que vous allez commencer par expliquer l'arrêt, puis dans un deuxième temps faire une critique. Ça fait partie des différents types de plans que vous devez maîtriser, commencer par maîtriser, ça dépend des années dans lesquelles vous êtes naturellement, mais enfin plus ou moins, et essayer de trouver vraiment une logique de démonstration qui vous permette de rassembler d'une manière logique et construite l'ensemble des informations cruciales que vous avez rassemblées. Et si tout d'un coup, par exemple, vous dites, mais je ne vois pas où classer telle ou telle information que j'avais mis dans mon premier temps, parce qu'elle me semble se rattacher au sujet, peut-être ça sera la preuve qu'en réalité, vous êtes allé la chercher pour rien. Elle n'a pas figuré dans ce devoir. En tout cas, c'est un élément de vérification. Donc, c'est la trame de votre démonstration. Et une fois que vous avez, vous faites éventuellement des phrases, voilà, etc. Et vous avez presque les prémices du plan. Et à partir de là, il faut que vous puissiez rassembler ensuite dans des découpages, mais vous partez de votre démonstration et vous faites un habillage qui, en fait, la restitue et la guide, mais qui est à son service. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième temps. Une fois de plus, on verra dans quelques instants comment les chronométrer. Et puis, à la phase de rédaction. Bon, la phase de rédaction, commencer autant que possible par le début, l'introduction, et faites une rédaction linéaire. Ne faites pas, je vais faire le grand B parce que là, je sais ce que j'ai à dire, bon, du 2, le grand A du 1, je ne sais pas trop, je verrai à la fin, etc. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas au point dans votre démonstration et vous n'allez pas faire un devoir suffisamment linéaire, homogène et cohérent. Voilà. Et si vous ne voyez pas encore comment introduire votre sujet, reprenez une ou quelques minutes d'analyse. Voilà. Et ensuite, passez à la démonstration en ne négligeant pas, alors que le temps passe et le stress est là, ne négligeant pas la clarté du propos. Hein. Euh, Vos phrases doivent être construites, suffisamment claires, élaborées, simples, mais en même temps, si vous pouvez y mettre une certaine élégance, un certain raffinement, tout compte. Le droit, c'est une discipline qui est très riche parce que elle a une dimension très littéraire et en même temps, elle peut avoir une dimension plus
qui évoque plus les sciences exactes avec une certaine logique d'emboîtement des éléments de démonstration. Mais il y a un aspect littéraire, donc ne négligez pas, y compris la lisibilité de l'écriture. Là, il n'y aura pas trop de problème parce que ce sera la dactylographie. Mais alors, j'y insiste toujours et je pense qu'il ne faut pas le passer par perte et profit. L'orthographe. Bon. Donc, rédigez votre devoir et puis le troisième, je disais 4 temps ou 3 temps et demi parce que moi, je vous recommande vraiment, je sais que c'est très difficile, mais il faut s'y astreindre, de prendre le temps de relire. Voilà, de relire. Il y a des fois des phrases qu'on écrit sur le moment, elles nous semblent très claires et à la relecture, on ne les comprend pas nous-mêmes. Bon, bah, il faut les corriger. L'orthographe, il faut aussi le corriger de façon générale, le style, éviter les répétitions. Donc ça, c'est un petit temps de relecture, un quart d'heure, ça suffit, mais ce quart d'heure, il faut le trouver. Alors, comment ensuite répartir les masses? Bon, moi, je dirais, grosso modo, la lecture du sujet, sa compréhension et les premières recherches, je pense que voilà, si on a un examen de 3 heures, il faut que ça prenne, disons, 30-35 minutes, voilà, 30-35 minutes, 40 à tout casser. Euh, Si ça prend plus, c'est que vous n'êtes pas bien, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne voyez pas trop de quoi il s'agit, donc vous êtes obligé de faire des recherches un peu trop fastidieuses, un peu trop longues. Voilà, vous allez un peu compenser des révisions insuffisantes par des recherches en situation. Et vous savez bien que, alors, j'adapterai ce propos à l'examen en présentiel dans un instant. Là, je vous parle de façon générale. Enfin, vous savez, l'examen, ce n'est pas le jour qui permet de réviser ou d'apprendre, hein, ça c'est sûr. Donc, évidemment, il faut quand même que vous soyez mis en situation de voir à peu près de quoi il s'agit. Bon, alors sur les jurisprudences, bah, les jurisprudences, c'est vrai, vous avez le code, elles sont intéressantes à restituer. C'est toujours bien de pouvoir évoquer un précédent. Là-dessus, c'est pareil. N'y passez pas non plus 10 ans, parce que vous n'allez pas faire votre note sur la citation de 10 arrêts qui disent la même chose. Ou, voilà. Donc, regardez sous les articles du code, voyez si vous trouvez votre arrêt, si c'est un arrêt, ou voyez si c'est un cas pratique, si vous trouvez des décisions qui illustrent. Ne faites pas dans l'artifice, ça c'est un truc qui n'est pas bien vu, c'est-à-dire que euh, quand un arrêt n'est pas vraiment pertinent par rapport à un sujet, c'est pas la peine de le citer parce que ça n'impressionnera que vous. Et encore, l'auteur du sujet ou le correcteur, il verra tout de suite que vous êtes allé ratisser beaucoup trop large pour faire du remplissage. Mais ça ne marche pas comme ça parce qu'on n'est pas payé au kilo, vous voyez, on est payé à la pertinence. Donc, le code, les abstrats sous le code, ils ne sont pas très longs, la plupart d'entre eux. Vous êtes censé les avoir fréquentés. Donc, si vous ne connaissez pas tous les arrêts, bien sûr, du code et pour cause, vous trouverez vite. Mais ne faites pas une recherche exhaustive, etc., parce que c'est des pertes de temps. Voilà. Des pertes de temps. Donc, 35-40 minutes. Voilà. Ensuite, la phase de construction de la démonstration, c'est-à-dire au fond, de faire rejoindre la problématique générale et les problématiques particulières aux informations brutes, avec une espèce de squelette donc de copie, bah, je dirais qu'il faut y passer à nouveau à peu près un temps équivalent. Voilà, 40-45 minutes. Bon, parce que là, vous jouez un peu enfin, chaque étape, c'est crucial, mais vous êtes dans une étape vraiment très importante parce que c'est vraiment là que vous allez avoir les bases d'une bonne copie ou au contraire d'une copie qui passe à côté. Bon, ça nous met déjà pratiquement à 1 heure et demie. Ensuite, bah, il faut passer à la rédaction. La rédaction, c'est quand même long. Hein. C'est long parce que bah, voilà, vous êtes quand même obligé de créer. Hein, vous pouvez pas, c'est pas de la récitation pure et simple, sauf dans les partiels qui sont des mineurs où il y a des questions de cours. Mais là, bon, on pourra en dire un mot si vous voulez. Je me situe plutôt dans les matières ATD, vous l'avez compris. Bon, donc là, il faut que vous vous donniez du temps. Il faut aller vite, mais bien. Donc, il faut aussi prendre le temps de souffler. Il ne s'agit pas d'écrire comme un maboule, sans respirer, sans se relire. Voilà, écrivez votre intro, relisez-la pour voir ensuite comment vous allez passer à la suite. Parce que votre correcteur, lui, il vous lit d'un coup.
hein, voilà. Donc, il a une copie qu'il découvre d'un seul bloc. Et il faut penser qu'il doit vous suivre du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc là, je pense qu'il faut une bonne heure, hein, de rédaction, pour ne pas dire plus, 1 heure, 1 heure et quart au bas mot, voilà. Donc ça nous met à 2 heures, 3 quarts, et puis il vous reste le quart d'heure de relecture. Merci d'avoir répondu à cette première question qui concernait le temps. La question suivante concerne les révisions en elles-mêmes. Comment bien s'organiser et sur quoi mettre l'accent de manière pratique lors des révisions? Bon, alors les révisions, là, on est le 27 décembre et vous allez passer à partir du 4 ou 5 janvier. Donc, il y a 2 temps dans la révision. Il y en a un sur lequel je serai bref parce qu'il est derrière nous. C'est tout au long du trimestre. Mais comme vous allez commencer un nouveau trimestre à partir du 18 janvier, peut-être ça pourra vous être utile pour ce deuxième trimestre. Moi, je recommande vraiment à qui veut l'entendre, la règle d'or, c'est qu'un cours, quel qu'il soit, majeur ou mineur, même si on a beaucoup de choses à faire dans la semaine et les jours sont courts, etc., ça s'apprend au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, je pense vraiment, je sais bien que, une fois de plus, pour le 4 ou 5 janvier, c'est mort pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais peut-être que pour la prochaine fois, si vous m'entendez, faites-le. Et si vous l'avez fait, bravo. Bon. Pourquoi? Parce que le cerveau humain, il est ce qu'il est. C'est-à-dire que ingurgiter dans différentes matières en quelques jours, avec la fatigue du trimestre, le stress de l'examen qui vient, énormément d'informations, parce que malgré tout, il faut en retenir beaucoup. Voilà, c'est comme si vous faites un 100 mètres sans entraînement. Si tous les jours vous faites un peu d'entraînement, le jour de la course, vous êtes entraîné. Voilà. Bon. Alors, ceci étant, en toute hypothèse, il y a la phase finale de révision, celle que je pense que vous êtes tous en train de vivre, enfin en tout cas, je l'imagine. Bon, alors, comment être performant dans les révisions? Bon. Moi, je pense qu'il faut avoir plusieurs petits trucs en tête. Le premier, c'est qu'il n'est pas question de tout apprendre. D'abord, c'est impossible. S'il y a des hypermnésiques, c'est quand même des personnes assez rares. Et grand bien leur fasse, parce que de toute façon, même s'ils savent tout, ce qu'on vous demande, ce n'est pas de tout savoir, en vérité. Ce qu'on vous demande, c'est différent, c'est de tout comprendre. Bon, ça c'est sûr. Donc ça veut dire qu'il faut quand même lire et relire son cours dans sa globalité. Et c'est un truisme, c'est une vérité élémentaire, mais il faut la rappeler et ensuite voir comment on s'en débrouille. Il faut retenir l'essentiel. Et pour retenir l'essentiel, moi personnellement, je ne crois pas qu'il faille forcément pratiquer, parce que je trouve que c'est beaucoup de temps perdu, mais après chacun a sa méthode. Les résumés. Hein. Alors les résumés, alors on prend le cours et puis hop, on en fait un sous-cours, un petit cours, etc. Bon. Moi, je crois que le plus performant, plutôt que de s'embêter à réécrire, etc., et puis à isoler des phrases de leur contexte, parce que apprendre l'essentiel, ça ne veut pas dire qu'il faut le dissocier du reste, parce que ça vient résumer souvent des développements précédents et en annoncer d'autres. Donc, laissez votre cours dans son état initial et achetez ça. Voilà. Si vous voyez ce que c'est un stabilo. Voyez, et vous passez sur ce qui vous paraît, mais ça c'est votre intelligence, c'est votre performance personnelle, c'est votre capacité à étudier, hein, on ne peut pas faire ce travail à votre place, et il fait partie en quelque sorte, fait partie de la sélection, identifier l'essentiel. Hein. L'essentiel dans les cours c'est quoi? C'est les règles, hein, voilà, les règles dans leur explicitation. Bon, il y a souvent un élément aussi, enfin tous les éléments d'explication, mais pas tous, je veux dire tous ceux qui sont vraiment les plus importants. Donc souvent il y a quand même un élément d'histoire, hein, d'où vient cette règle, ou d'objectif, pourquoi cette règle,
et puis ensuite, éventuellement, les éléments discutés, mais les plus importants, les éléments incertains. Hein. Bon, moi, dans mon cours de droit des contrats, j'ai dit à mes étudiants, bah, écoutez, cet aspect de la réforme, on ne sait pas. Hein, il y a un vrai débat, est-ce que c'est comme ci, est-ce que c'est comme ça, etc. Bon, donc ça fait partie des éléments à retenir. Et puis, les illustrations essentielles. Voilà. Bon. Et le reste, c'est la même chose, mais délayé. On met un peu plus d'histoire, on met un peu plus d'illustration, on met des débats secondaires. Donc, faites un tri, prenez un tamis, et puis enlevez tout ce qui ne mérite pas d'être appris, parce que vous allez encombrer votre mémoire de choses euh, qui ne vous seront pas utiles ni pour l'examen, ni dans votre vie future. Voilà. Et une fois que vous avez stabiloté votre cours, là, il faut vraiment faire un travail de sportif, universitaire, intellectuel, c'est-à-dire apprendre bêtement. Bêtement parce que l'apprentissage fait travailler une partie de la mémoire qui n'est pas celle, comment dire, qui est la plus exaltante. Hein. Il y a un côté effectivement assez fastidieux, même si c'est très profitable d'apprendre et de retenir, mais il faut s'y astreindre. C'est-à-dire il faut vraiment se concentrer, hein, la mémoire c'est un muscle, et lire les phrases, voilà, telles qu'elles sont, et se les répéter en fermant les yeux, et puis lire des blocs de phrases, et puis avancer, et puis revenir en arrière. Et, et vous allez voir que plus vous ferez travailler votre mémoire de la sorte, plus elle sera performante. C'est vraiment comme un muscle d'entraînement. Moi, je vous parle de mon expérience quand j'étais étudiant. Je faisais ce que je suis en train de vous raconter, c'était ça. Et je me suis vraiment rendu compte qu'avec le temps et les années, eh bien, j'apprenais de plus en plus vite. Et voilà. Et le droit, si vous voulez, comme toute moi, j'ai un fils qui est médecin, il a passé le concours de première année, puis l'internat, et ils apprennent des choses 100 fois plus volumineuses que celles qu'on n'apprendra jamais en droit. Hein. Bon, voilà, c'est comme ça. Il y a un moment donné, on ne peut pas l'éviter. Donc, il faut affronter la difficulté. Et même si au début, vous nous dites, parce que vous êtes fatigué, vous êtes, bon, voilà, accrochez-vous et développez cet aspect de votre cerveau et il vous le rendra. Voilà. Merci pour cette partie qui concernait les révisions. On a quelques questions par rapport à la structure. La première, c'était comment réussir à faire une bonne question de droit, par rapport à un commentaire d'arrêt. Alors, c'est une bonne question, précisément. Donc, la question de droit, elle suppose évidemment, je le rappelle parce que c'est un préalable, mais tout le monde l'a bien compris, elle suppose évidemment de bien identifier l'extrait de l'arrêt qui vient répondre à cette question. Et pour ce faire, je pense qu'on peut combiner deux éléments de méthode. Bon, le premier, naturellement, c'est de partir, je me raisonne sur la base d'un arrêt de la Cour de cassation, mais à mon avis, c'est encore plus évident pour les arrêts de Cour d'appel et les autres, si on vous en soumet, ce qui m'étonnerait. Vous avez ce qu'on appelle dans les arrêts de la Cour de cassation les moyens. Bon. Donc, le moyen, c'est un point de vue critique, hein, c'est-à-dire le demandeur au pourvoi, il n'est pas content de l'arrêt d'appel, donc il dit au juge de cassation, mon point de vue, c'est qu'il fallait interpréter la loi ou l'appliquer de cette façon. Ma critique, c'est que le juge du fond, il l'a interprété ou il l'a appliqué de telle autre façon, et je vous demande de constater qu'il s'est trompé pour telle ou telle raison. Et donc, à partir de là, vous pouvez puiser dans les moyens de quoi construire une question, par exemple, si c'est un problème de violation de la loi par fausse
interprétation, bon, eh bien, vous pouvez dire, est-ce que l'interprétation de l'article truc-muche consistant à gna 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 est respectueuse de ce texte. Voilà. Et naturellement, il faut combiner ça avec le deuxième paramètre, qui est de partir de la réponse. Souvent, la question est dans la réponse. C'est-à-dire que il ne s'agit pas naturellement, parce que ça c'est vraiment la pire des erreurs, de prendre l'attendu principal et de le mettre sous une forme interrogative. C'est-à-dire que si on fait ça, ça veut dire que l'attendu principal, il consiste à dire oui ou non. Vous voyez bien que ça ne colle pas. Donc il faut vraiment laisser à l'attendu principal le soin d'apporter, d'ajouter tout ce qu'il va apporter. Mais en même temps, il faut identifier dans l'attendu principal la question à laquelle il a répondu et qui a été notamment celle que le juge s'est posée. Et ça rejoint, elle est nourrie, à mon avis, par le premier critère dont je vous parlais, c'est-à-dire d'utiliser le moyen. Parce que la question à laquelle la Cour de cassation répond, c'est quand même celle qui est posée par le demandeur au pourvoi et qui est résumée par le juge dans le moyen. Sachant que les moyens sont rédigés déjà dans un style des arrêts de la Cour de cassation et souvent, les juges, ils reproduisent pratiquement tels quels les moyens, même si ils peuvent avoir tendance aussi à les réécrire en partie pour les mettre un peu à leur sauce en fonction de la réponse qu'ils veulent apporter. Donc, si vous partez de la question et que vous vous dites, le juge qui a répondu, le conseiller qui a fait un projet d'arrêt, à quelle question il a répondu? Voilà, si j'avais été à sa place, quelle question je me serais posée pour apporter telle réponse? Et si vous éclairez ça par les éléments du moyen qui contiennent, je le répète, une question, à mon avis, vous ne risquez pas de vous éloigner de la problématique, de taper à côté. Est-ce que ça vous est clair? Oui, 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 bien sûr. Et concernant le cas pratique, parce qu'il y a aussi une question de droit. Alors pour le cas pratique, bon, ben, vous avez une situation factuelle qui parfois comporte déjà des prémices de questions juridiques, hein, mais parfois pas du tout. Bon. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez absolument quand vous faites cette première phase d'analyse, c'est que vous identifiez tous les problèmes de droit que recèle ce cas pratique, rapportés à la discipline dans laquelle vous composez et pour laquelle il a été posé. Parce que il se peut qu'un cas pratique contienne des problèmes de droit euh, qui relèvent d'une autre matière. Alors surtout, même si vous connaissez cette autre matière, ne vous égarez pas parce que le professeur et le correcteur ils vont dire on est en droit des contrats. Certes, ça pose aussi des problèmes de droit des biens, mais on s'en fiche. Bon. Donc, identifier les problèmes tous les problèmes de droit que cet exposé des faits vous semble receler, et puis essayez ensuite de voir si vous ne pouvez pas les globaliser. Hein. Est-ce que c'est un problème de vice du consentement, de formation du contrat, d'exécution du contrat? Je vous parle de contrat parce que j'enseigne en TD cette matière, enfin en matière à TD, voilà, bon, mais ça, c'est l'exemple qui me vient, voilà. Et ensuite, il faut, dans le cas pratique, après, il faut faire un plan qui permette éventuellement un regroupement du traitement des problèmes, mais là, il faut vraiment être, enfin, pour moi, hein, être dans la simplicité, c'est-à-dire, bon, ben voilà, Zozo et Zoquette ont conclu un contrat, et puis ils trouvent que si, ils trouvent que mi, etc. Bon, vous faites une introduction qui annonce un plan qui fait masse de tous les problèmes, et vous êtes dans le grand 1, et vous dites premier problème ou première question. Est-ce que ce contrat est valable? Première sous-question, la question se pose parce que l'une des parties prétend que l'autre ne lui a pas donné toutes les informations qui lui étaient nécessaires. Bon, alors, première sous-question, ces informations, devait-elle les donner? Voilà. Deuxième question, ces informations, devait-elle les rechercher? Voilà.
Troisième question, ces informations étaient-elles pertinentes du consentement ou déterminantes du consentement? Vous voyez, il faut vraiment là y aller de façon, à mon avis, très, très basique et quitte à décomposer quand on est dans le stade du traitement pour bien montrer et pour éviter surtout d'aller trop vite, de passer au-dessus ou à côté d'une question, quitte à avoir le sentiment vraiment de trop entrer dans les détails. Il vaut mieux ça que ne pas séquencer vraiment les problématiques au maximum. Merci. La question suivante, c'est une question à laquelle vous avez un peu répondu déjà. C'était comment trouver un plan? Vous aviez dit que ça découlait de la démonstration pour l'habiller. Voilà, exactement. Vraiment, le plan, c'est le reflet de la trame de votre démonstration. Bon, c'est-à-dire que quand vous allez, si je raisonne pour un commentaire d'arrêt, on pourra parler de la dissertation si vous le voulez aussi. Bon, pour un commentaire d'arrêt, bon, bah, vous avez identifié le problème. Euh, un conseil aussi d'amis, formulez la question au stade de l'analyse et n'attendez pas le troisième temps, selon mon canevas, qui est celui de la rédaction, pour la formuler. Parce qu'en vous astreignant à formuler la question avant d'engager votre analyse, eh bien, vous allez vraiment mieux cerner l'arrêt et la problématique et la réponse. Et vous risquez une déconvenue si au moment de la rédaction, vous n'avez pas encore rédigé votre problème de droit, et qu'en le rédigeant, vous dites merde, en réalité, ce n'était pas tout à fait ça, etc. Donc vraiment, voilà. Et ensuite, bon, bah, vous avez le problème de droit, vous avez la solution. Cette solution, vous voyez bien où elle se situe par rapport au cours, par rapport à la problématique, aux notions voisines, aux précédents, etc. Donc vous rassemblez, OK, c'est un arrêt de principe, il procède à un revirement, voilà quelle était la position, voilà pourquoi on aurait vu, vous mettez tout ça, etc. Et puis après, ben, vous dites, ah oui, mais cet arrêt, il pose des problèmes parce qu'il se met en contradiction avec une autre jurisprudence ou avec un autre article. Bon, donc vous êtes en train d'avoir un plan là qui se dessine entre analyse de l'arrêt et puis conséquences de l'arrêt ou portée de l'arrêt, etc. Vous avez un clivage qui peut apparaître. Bon. Et puis vous remplissez, et tout ça, c'est des phrases qui sont des phrases de travail. Et une fois que vous avez votre démonstration logique, que vous avez rassemblé tout ce dont vous voulez parler et vous l'avez mis dans une certaine progression, ben, vous faites des masses, voilà, qui vous semblent cohérentes par rapport à l'importance des thèmes qui se dégagent. Et puis ensuite, vous pouvez trouver un certain habillage, je veux dire, de forme. Voilà, trouver des formules éventuellement. Éventuellement aussi, n'hésitez pas à aller vous inspirer des termes de l'arrêt. Hein. C'est-à-dire que des fois, les mots de l'arrêt ou les phrases de l'arrêt peuvent servir d'intitulé au grand 1, au grand 2. C'est pas du tout un problème, c'est pas du tout interdit, c'est pas du tout déconseillé, et au contraire, parce que on dit qu'il faut coller à l'arrêt sans faire de la paraphrase parce qu'elle n'apporte rien, mais il faut coller à l'arrêt parce qu'il faut commenter l'arrêt. Il ne faut pas faire un commentaire prétexte, c'est-à-dire dire ah bon d'accord, c'est un arrêt sur le dol et vas-y, je balance tout ce que je sais sur le dol et cet arrêt, je l'oublie tout de suite. Non. Donc pour coller à l'arrêt, eh bien faire un plan qui utilise le vocabulaire de l'attendu principal, c'est une des meilleures manifestations et garanties que vous vous collez à l'arrêt. Et pour une dissertation, ben, là, vous avez votre démonstration à partir de vos connaissances mises en relation avec la problématique particulière, l'angle, le prisme sous lequel l'auteur du sujet veut que vous alliez interroger vos connaissances et donc que vous développez une analyse un peu inédite puisque elle est transversale, elle est nécessairement transversale, donc elle n'est pas celle du cours qui prend une logique qui est celle de l'exposé des connaissances. Là, il faut les mettre un peu en œuvre. Bon, ben vous avez vos phases, comme on en parlait tout à l'heure, bien bonne compréhension du sujet, rassemblement de toutes les informations pertinentes, mise dans un certain ordre logique, et puis là, bon, simplement, vous avez souvent un sujet donc, qui est une problématique, donc il faut que vous colliez la problématique, donc il faut que vous vous efforciez dans la dissertation de faire un plan qui montre que vous avez eu à cœur, du début jusqu'à la fin, du plan jusqu'au contenu,
de répondre à la problématique. Et évidemment, du coup, il faut que les intitulés généraux fassent écho, c'est-à-dire utilisent plus ou moins les termes du sujet, hein, mis en situation. Voilà. Si on vous dit liberté contractuelle et contrat d'adhésion, ben voilà, il faut que ça serait pas mal qu'on retrouve les deux mots. Vous pouvez faire un plan d'idées en disant la liberté contractuelle relativisée par le contrat d'adhésion, mais la liberté contractuelle n'est pas niée totalement par le contrat d'adhésion. Voilà un plan un peu dialectique. Ça, c'est un type de plan. Vous avez les plans de progression, vous avez les plans de complément, un premier mouvement et puis un deuxième mouvement. Voilà, bon, ça, c'est les plans un peu passe-partout. Ça dépend, enfin, les types de plans plus exactement, mais efforcez-vous de bien faire apparaître les termes du sujet problématisés dans les intitulés. Très bien. Il y avait aussi une question qui concerne donc le commentaire de texte. Donc c'est un exercice principalement en L1, je pense. La personne demandait comment faire un bon commentaire de texte sans tomber dans la paraphrase. Oui, bon, de toute façon, la paraphrase, il faut l'éviter. En toute hypothèse, pour bien commenter un texte, il faut d'abord connaître suffisamment de choses qui se rapportent à ce texte. En tant que tel, hein, bon, si on vous donne un commentaire de texte, en général, c'est que c'est un texte important euh, qui occupe une place remarquable, voilà, digne de considération dans votre enseignement. Donc, vous avez beaucoup d'éléments qui le traitent, qui ne sont pas d'ailleurs tous au même endroit, donc il faut peut-être aller chercher dans différentes parties du cours. Alors, si c'est en présentiel, c'est plus facile qu'en distanciel, mais il faut quand même le faire, il faut savoir où ça se figure. Bon, ça, c'est la matière première, mais un commentaire de texte, ce n'est pas, à mon avis, hein, une récitation de cours déguisée. Donc, le deuxième élément sur lequel vous allez être jugé, entre guillemets, vous allez être comment dire, contrôler, évaluer, voilà, j'ai trouvé le mot, eh bien, c'est votre capacité à développer une petite analyse personnelle. Voilà. Et pour ça, eh bien, il faut que vous vous imprégniez de ce texte pendant le devoir, hein, que vous le lisiez, que vous le relisiez et que vous notiez, compte tenu de tout ce que vous savez de ce que le texte représente dans le cours. Hein, c'est pour ça qu'une fois de plus, le cours, il faut le savoir suffisamment au moment de l'exercice, parce qu'on ne peut pas faire les deux. Hein. Vous pouvez le réviser, mais vous ne pouvez pas le découvrir. Il faut le savoir suffisamment. Donc, compte tenu de tout ce que vous savez, quitte à l'avoir un peu rassemblé dans un premier temps, eh bien, il faut que vous présentiez une analyse qui marque et qui porte un peu la marque de votre personnalité. C'est-à-dire, vous allez faire une présentation générale du texte, ce que ne fait jamais, ou c'est très rare à ma connaissance, les cours. Dans les cours, on ne prend pas des textes et on n'en fait pas le commentaire exhaustif. On vous dit, il y a l'article machin sur les conditions de forme, il y a l'article truc sur la nullité, il y a l'article bidule sur la violence économique, mais on ne fait pas l'exégèse. Bon. Donc, vous allez, votre plus-value, et là où vous allez être attendu et vous allez faire la différence, eh bien, ça va être votre capacité à prendre tous les mots et leur donner à la fois isolément et mis ensemble du sens. Bon, alors, ce n'est pas du mot à mot, hein, c'est rare, on fait du mot à mot quand on a des textes très courts, voilà, mais c'est des membres de phrases mis les uns après les autres, analysés en tant que tels. Alors, et puis ensuite, relier les uns aux autres et éclairer par toutes les connaissances que vous avez. Les connaissances, elles vous permettent de nourrir ça. Mais il y a des éléments qui doivent être dans le devoir qui ne sont pas dans le cours.
Parce que, je le répète, le cours n'a pas fait une exégèse complète de tous les textes. L'exégèse des textes, c'est très rare dans les cours, en tout cas. Dans les miens, pourquoi? Parce que on y passerait pas 36 heures de cours, mais 360. Et donc, on est obligé d'être rapide, on va à l'essentiel. Bon. Mais comme vous connaissez le cours, de toute façon, les éléments qui n'ont pas été dits dans le cours, mais qui sont dans le texte, ben vous allez les retrouver facilement. Hein, si vous avez suffisamment bien travaillé vos cours et vos TD, vous pourrez éclairer tel ou tel aspect du texte, tel mot qui n'a pas été forcément développé dans le cours, mais qui fait partie de la question. Voilà. Et ensuite, ben, et évidemment, mais là, c'est les connaissances pures, mais il faut les utiliser intelligemment, c'est-à-dire les connaissances, c'est bien de les avoir, mais la restitution des connaissances nous permet d'évaluer votre capacité à les utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, le jury, c'est celui qui a des connaissances, ce n'est pas la peine, et qui a les méthodes pour savoir les retrouver et les utiliser. Bon. Et dans votre cours, vous avez des éléments d'histoire, des éléments de contexte politique, économique, des éléments d'objectif, des éléments d'éclairage jurisprudentiel, des éléments de débat doctrinal. Et il faut que vous les utilisiez pour éclairer telle ou telle partie du texte. Voilà. Ensuite, ben, vous avez votre plan. Alors là, le plan, ça dépend beaucoup des articles. Enfin, vous savez, la structure des textes de loi, elle est la même dans l'immense majorité des cas. Hein. Vous savez que les textes de loi, ils sont divisés en... Il y a ce qu'on appelle hypothèse et imputation, ou domaine et contenu. Bon, on commente, par exemple, on dit les époux se doivent fidélité, secours, assistance, respect. Bon, ben, hypothèse, c'est les époux, et imputation se doivent. Bon, voilà. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut suivre que ce soit le plan bateau, voilà, parce qu'en réalité, c'est un peu artificiel. Mais ça veut dire qu'à la limite, en désespoir de cause, si vous êtes un peu, bon, bah vous faites les conditions, le contenu, ou l'hypothèse, l'imputation, ou le domaine, voilà. Bon, c'est pas le meilleur plan, mais c'est un plan de sécurité. Voilà. Et en tout cas, partez du texte, hein, mais sans faire grand 1 les époux, grand 2 se doivent, etc. etc. Donc, trouver des mots qui sont des mots de commentaire et pas forcément des mots de ceux qu'il s'agit de commenter, et faites vos masses en fonction des informations, non seulement du point de vue quantitatif, mais aussi qualitatif. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de choses à dire sur tel ou tel aspect du texte, il faudra que ça soit une sous-partie, sinon une partie. Et si vous avez peu de choses à dire sur d'autres, il va falloir que vous le traitiez soit à la jonction d'un grand A, d'un grand B, soit dans l'introduction, on appelle un chapeau, soit dans l'introduction générale. Voyez, bon. Et en même temps, ne négligez pas le côté qualitatif. C'est-à-dire que dans un texte, il y a des mots, hein, des membres de phrases qui sont décisifs, parce qu'ils sont au cœur de la solution, ils sont en même temps porteurs des plus grandes interrogations ou des plus grandes incidences. C'est là-dessus qu'on attend que vous vous exprimiez. Et c'est sur votre capacité à l'avoir compris et à en rendre compte que vous allez être évalué. Voyez, les exercices qui vous sont proposés, à part les matières mineures, où là c'est vraiment le contrôle des connaissances, hein, c'est cette fameuse mémoire, mais le reste, c'est à la fois de la connaissance et de la méthode. Voilà. Et puis, bah, de l'intelligence, c'est-à-dire bon, bah, votre capacité personnelle à faire vivre le droit. Voilà. Merci. La question suivante concernait le plan. Est-ce qu'il est nécessaire dans une dissertation d'avoir un plan original? Est-ce que c'est vraiment déterminant? Non, ce n'est pas déterminant. Pour moi, je crois que c'est le cas de la plupart de mes collègues. Ce qui est déterminant, c'est de traiter le sujet. De traiter le sujet, c'est-à-dire d'avoir bien compris la problématique, d'avoir bien rassemblé les informations qui s'y rapportent et d'avoir été capable de les restituer d'une manière ordonnée. Si tout d'un coup, vous calez
parce que vous n'êtes pas inspiré voilà, sur des formules, faites un plan, éventuellement un peu passe-partout, un peu bateau, dès lors qu'il reflète bien ce dont vous allez parler. Ce qu'il faut éviter, c'est ce qu'on appelle les plans déceptifs, c'est-à-dire vous annoncez l'Amérique et puis vous parlez de la Russie. Ça, c'est pas possible. Mais ne stressez pas outre mesure et ne perdez pas un temps fou à faire un plan original pour être original. Parce que vous savez, tout ça, ça fonctionne par des barèmes. Bon, donc on met des. Moi, je dis quand je fais le corrigé, ben voilà, on va mettre des points au plan. Bon, parce que le plan c'est important. Enfin, ça a une importance parmi bien d'autres éléments. Et moi, je mets jamais énormément de points au plan. On en met. Enfin, je veux dire, pour ne rien dévoiler, si j'en mets 2, c'est un maximum. Donc, vous n'allez pas perdre 1 heure pour gagner 2 points. Tu vois, si vous faites le super plan, vous aurez 2 points. Et si vous n'avez pas fait une copie ou pas fini parce que vous avez fait un super plan, ben, tous les autres points qu'il y avait à prendre, vous ne les prendrez pas. Il faut être obsédé par l'efficacité et le rendement, voilà, et la productivité. Bon, bah, les plans, si vous voulez, il y en a qui sont spontanément doués, des espèces de phraseurs à la Lucchini, bon, bah, eux, c'est les rois des plans. Et puis, il y en a, ils ne sont pas inspirés, ça les gonfle, ils n'ont pas les idées, bon, voilà. Et puis, il y a aussi une histoire d'entraînement ou d'expérience. Euh, Quand on est un étudiant moyen, qu'on n'a pas l'étincelle planificatrice, bon, bah, au début, on se demande si on n'arrivera jamais à faire un plan, on trouve que ces plans sont nuls, etc. Et puis avec le temps, L2, L3, etc., ça commence à venir parce qu'on se met dans la culture juridique, on acquiert du métier, etc. Voilà. Donc pour moi, chercher quelques minutes, voilà, 1 ou 2 minutes, et puis un petit conseil aussi, alors, a fortiori quand vous êtes en présentiel, parce que là, vous pouvez, en distanciel, parce que vous pouvez faire effacer sur votre copie rapidement, mais en présentiel, bah, vous prenez un effaceur ou du blanco. N'hésitez pas, parce que souvent, tout en écrivant, vous savez, j'avais un vieux maître quand j'étais à votre place qui disait, mais c'était quand je faisais ma thèse, mais ça vaut pareil pour les examens, l'idée est au bout de la plume. C'est-à-dire qu'en réalité, tant que vous n'avez pas écrit, vous ne savez pas parfaitement, vous ne savez pas vraiment ce que vous allez dire. Ça peut paraître terrible, parce que si on ne sait pas ce qu'on va dire, on ne commence pas à écrire. Donc, il faut le savoir suffisamment. Mais c'est vraiment quand ça sort, quand c'est exprimé, qu'on on le découvre pleinement. Et souvent, moi je le vois même pour mes articles aujourd'hui, eh bien, je peux changer mon plan après l'avoir écrit. Non pas réorganiser tout mon plan, refaire ma copie, ça m'arrive aussi, mais c'est plus rare. Mais je trouve le bon intitulé, et souvent cet intitulé, un conseil, vous verrez, que je pense que vous le vérifierez, eh bien, c'est souvent un mot que vous écrivez dans le grand A ou dans le grand B ou à un moment ou à un autre. Tout d'un coup, en relisant, c'est pour ça que c'est bien de relire. Parce que vous dites, mais c'est ça, mon grand 1, c'est ce mot-là. Voilà. C'est parce que vous avez écrit. Donc, surtout, ne perdez pas plus de quelques minutes à chercher un plan. L'important, c'est de rédiger votre copie entièrement, de la relire, de mettre maximum d'informations de façon la plus élaborée, etc. Et ensuite, n'hésitez pas, ne vous interdisez pas, in fine, quitte que ce soit à la relecture, de changer un intitulé pour un autre. Merci pour cette réponse. Il y avait ensuite une autre question qui concernait l'accroche. Comment avoir une bonne accroche en début d'introduction? L'entame, écoutez, l'entame, l'entame, c'est pareil. L'entame, c'est effectivement, comme vous dites, c'est l'accroche, c'est les premiers mots, c'est le premier regard, c'est voilà. Bon, donc ça, comment dire, si je me place du côté du lecteur, correcteur, bon, effectivement, si on a une bonne entame, hein, on se dit, bon, ça part bien. Donc, on est content, on est de bonne humeur. Bon, s'il y a une entame moins bonne, pas un drame, vous voyez. Bon, donc là aussi, essayez de trouver une bonne accroche, mais si vous n'en trouvez pas,
n'en cherchez pas pendant des heures et vous en trouverez toujours une Non, qui sera peut-être pas extraordinaire, mais bon, dans les. Alors, vous avez évidemment le must, à mon avis, c'est la citation. Voilà, la citation, il faut avoir un peu de lettres, une formule, voilà, d'un auteur, d'une pièce de théâtre, d'un film, je ne sais quoi, bon, un proverbe, voilà, une formule latine. Moi, dans mes cours, je les assomme de formules latines. Il y en a bien une ou l'autre qui pourra servir, etc. Bon, voilà. Sinon, une espèce de phrase un peu sentencieuse, un peu une morale. Vous voyez, le droit, il y a une grosse dimension morale. Bon, voilà. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise. Ça peut se prêter à un arrêt. Vous voyez, bon, voilà. Trouver une entame. Et puis sinon, bon, bah, sinon, vous pouvez aussi faire une espèce de petit résumé d'une phrase ou une formule de l'arrêt. Vous voyez, bon. Une fois de plus, l'idée, c'est d'accrocher son lecteur, de le mettre de son côté et de lui montrer, ou en lui montrant, qu'au fond, vous avez compris l'essentiel. C'est-à-dire que si votre entame, elle résume l'essentiel voilà, tel que lui, il le résumerait, bon, cet arrêt, eh bien, vous allez marquer des points, comme on dit. Voilà. Une fois de plus, ça ne compensera pas une mauvaise copie et on ne va pas s'arrêter de lire après l'entame en disant allez, super, il a compris, 18, je passe à la copie suivante. Voilà. Donc, l'exercice de l'entame, il faut le remettre à sa juste valeur. Il y en a qui sont plus ou moins doués. Essayez-vous dans les entraînements. Et puis, si vous n'y arrivez pas, bah, vous commencez directement, éventuellement, si c'est un arrêt, bon, bah voilà, commencez sur les faits. Hein, vous pouvez, je vous dis, dans le pire des cas, vous faites une petite phrase qui résume un peu l'esprit, l'enjeu de l'arrêt. C'est pas très dur quand même si vous ne cherchez pas trop haut sur des formules latines ou des citations d'auteurs. Vous pouvez toujours faire un petit résumé très bref pour montrer que vous avez compris. Merci pour cette réponse encore une fois. Il y a une autre question qui concerne un peu plus le fond. Comment bien mettre en lien les notions générales et les critiques dans les sous-parties et plus globalement, comment trouver les critiques d'un commentaire d'arrêt? Très bien. Alors, bon, comment mettre en avant les notions générales? Ça, c'est le travail que vous allez faire dans la partie de recherche et d'analyse. C'est-à-dire, vous allez connecter l'arrêt, pardon, aux grandes règles de droit qui jalonnent le cours et aux quelques règles, parfois il n'y en a qu'une, qui se rapportent à la problématique particulière de l'arrêt. Bon. Et ça, il faut que l'auteur du sujet, l'enseignant, le correcteur, lui, il a donné cet arrêt en disant ben voilà, on va parler de la question de savoir si l'offre de contracter, elle crée un engagement à la charge de l'offrant. Et cette problématique-là, à un moment donné, il faut que je la retrouve. Il faut que l'étudiant, à un moment donné, il se dise, bon ben voilà, voilà ce que c'est qu'une offre, voilà ce que dit la loi sur ses effets, et voilà la question qui est induite. Est-ce que cela signifie qu'il est tenu au terme d'un engagement, c'est-à-dire qu'est-ce que l'offrant est un débiteur et est-ce que le destinataire est un créancier? Voilà. Et ensuite, bah, vous reprenez vos connaissances en disant une partie de la doctrine répond affirmativement, l'autre répond négativement, etc. Bon. Ça fait partie vraiment, et c'est le côté en réalité récitation de cours du commentaire d'arrêt. Et si c'est abordé sous l'angle d'un cas pratique, c'est pareil. Et si c'est abordé sous l'angle d'une dissertation, c'est pareil. On doit avoir de la restitution de cours parce qu'on veut vérifier que vous avez retenu le cœur, c'est mon fameux stabilo jaune dont je vous parlais tout à l'heure, le cœur de la matière. Voilà. Il faut que vous le connaissiez, vous l'ayez compris et retenu. Ensuite, comment critiquer? Alors, pour critiquer, il faut se dire que rien en droit ne participe d'une logique mathématique ou d'une science exacte. Voilà. Il n'y a pas de loi de la pesanteur. Tout corps plongé dans l'eau, etc. En droit, ça ne marche pas comme ça.
le droit, ce ne sont que des points de vue qui s'opposent et dont l'un l'emporte. Et l'arrêt ou la loi, ou ce que vous voulez, c'est un point de vue qui l'emporte. Et qui dit point de vue qui l'emporte, dit point de vue contraire. Donc il faut se mettre en situation de se dire, bon, un tel prétend, la Cour dit que ce contrat est nul, eh bien il y a quelqu'un, du début de cette affaire jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, qui a soutenu et démontré qu'il n'était pas nul. Donc, quel est le contre-pied que je peux prendre pour développer la thèse adverse? Toutes les règles de droit sont non pas une synthèse en réalité, mais l'adoption d'une thèse. Et le cœur du droit, c'est la dialectique. C'est pour ça que il y a le principe du contradictoire, c'est pour ça qu'il y a le procès, c'est pour ça qu'il y a le double degré de juridiction. Tout est dialectique. Donc, du coup, il faut que vous cherchiez quelle a pu être la teneur du point de vue opposé, c'est-à-dire, par exemple, c'est la nullité parce que il y aurait un vice du consentement. Eh bien, il faut voir la thèse de celui qui a considéré que le contrat était valable et donc qui a dit non, il n'y a pas de vice consentement parce qu'en réalité l'erreur était inexcusable ou parce que ce n'était pas une véritable conviction ou parce que ce n'était pas une conviction qui était déterminante du consentement. Voilà. Alors, il ne s'agit pas maintenant de rentrer dans une simplification en disant l'arrêt dit blanc, on va dire noir. C'est-à-dire que la critique, elle n'est pas forcément une critique radicale, mais il s'agit de prendre l'arrêt au moins sous l'un ou l'autre de ces aspects. Peut-être que l'arrêt n'est pas critiquable en lui-même, mais il est critiquable dans ses conséquences. Ou il est critiquable du point de vue de l'équité. Il y a toujours un angle sur lequel une solution juridique, une prescription juridique, qu'elle soit particulière ou générale, une loi ou un jugement ou un contrat, elle a une faille. Surtout dans un système scientifique, si l'on peut dire, qui est marqué par le relativisme. Le droit, c'est le règne de la relativité. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas demain, c'est la phrase de Pascal, plaisante justice, vérité au-delà des Pyrénées, erreur en deçà. Bon, donc, si vous avez bien ça en tête, vous allez pouvoir identifier plus facilement la critique, le point de vue contraire. Et en même temps, il faut naturellement, mais là, c'est les connaissances aussi qui vous aideront, parce que au stade où vous en êtes, je dirais, il y a 80 ou 70% de connaissances et 20 ou 30% d'originalité, de méthode, même plutôt 20 que 30%. Donc, si vous avez les bonnes connaissances, vous saurez qu'il y a un débat. Il y en a qui disent oui, naturellement. Par exemple, prenons le cas en droit des contrats. J'espère que vous n'êtes pas assez nombreux dans ce public pour voir de quoi je veux parler, mais il y a une petite question qui est est-ce que les parties doivent communiquer à l'autre leur connaissance de la vraie valeur d'une chose? C'est une question qui a donné lieu à plusieurs positions jurisprudentielles et même législatives. Bon, un coup on a dit non, puis après on a dit oui, puis maintenant on dit non. Bon, effectivement, du point de vue juridique, il y a des arguments qui soutiennent la position actuelle, après tout, que chacun se renseigne, et puis la valeur, c'est tellement subjectif qu'on ne peut pas lui donner une dimension objective, et puis ça fragiliserait les contrats. Mais il y a aussi des éléments contraires en disant, après tout, il y a des différences de connaissances qui fait que, il y en a un, il n'est pas capable de connaître la bonne valeur. Donc, c'est tout à fait regrettable qu'on n'oblige pas l'autre qui la connaît parce qu'il a une compétence que l'autre n'a pas. Et puis, donc, du point de vue de l'équité, et puis, il y a un problème de cohérence parce qu'on oblige à donner les informations pertinentes. Et voilà une information particulièrement pertinente qui est la valeur. Et là, on n'oblige pas. Bon, ça y est, vous avez fait votre positif et votre négatif. Voilà. Il y a toujours au moins une faille dans une règle de droit, un point faible, un talon d'Achille.
Merci. La question suivante, et après je poserai la question du chat. Pensez-vous que mobiliser la doctrine dans un devoir est important et vraiment important avant le M2? Bah, en réalité, tout dépend du sujet. Euh, de façon générale, je pense que si vous avez connaissance, voilà, si vous avez connaissance d'un débat doctrinal, d'un point de vue doctrinal, il n'y a aucune raison, aucune, pour que vous vous priviez de faire savoir cette connaissance, de la restituer dans votre devoir. Aucune raison. Euh, ce que l'on dit en général aux étudiants avant le M2, c'est qu'on n'attend pas d'eux qu'ils privilégient ce genre de connaissances et qu'ils s'inscrivent particulièrement ou qu'ils soient particulièrement soucieux des points de vue doctrinaux. Mais vous observerez quand même, en tout cas, je ne m'avance pas énormément en disant cela, que dans l'immense majorité de vos cours, sinon la totalité de vos cours, les enseignants parlent, alors peut-être plus ou moins selon chacun, bien sûr, mais tous de point de vue doctrinal. Parce qu'il y a toujours des questions, il y en a beaucoup même, où la doctrine n'est pas d'accord. Et ce sont des points de vue qui sont très éclairants parce que il y a une incertitude. Le législateur, lui, il dit quelques mots et puis les sujets de droit doivent se débrouiller. Donc, qui fait l'exégèse? C'est la doctrine. Et la jurisprudence, elle connaît une toute petite partie de cette exégèse en arbitrant entre des points de vue doctrinaux. Bon, donc ça fait partie du droit. C'est pour ça qu'on vous les présente, parce que vous devez, quand vous serez ensuite praticien, bah, si vous ne faites pas la part entre ce qui a été vraiment tranché clairement, précisément par le juge ou par le législateur, et puis tout ce qui reste incertain, bah, vous allez affirmer des contre-vérités. Donc la doctrine fait partie du droit. Et si vous avez des connaissances doctrinales en L1, en L2, en L3, parce que votre enseignant vous les a données, voire parce que vous les avez découvertes par vos lectures, vous n'avez pas à vous interdire de le faire. Peut-être qu'on ne vous le demandera pas. Moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est je ne veux pas, parce que parfois, je prends des positions personnelles en disant, voilà, bon, les autres, ils pensent ça, moi, je pense ceci. Et je leur dis, je ne vous noterai jamais et je ne vous solliciterai jamais sur ces questions. Je ne veux pas qu'au stade où vous en êtes, vous ayez à prendre parti entre tel ou tel auteur. Et je ne veux pas que parce que moi je vous ai dit que je pensais ceci, vous vous sentiez obligé de dire pareil parce que ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Ça, c'est la réserve que je mets. Mais je peux pas, on ne peut pas blâmer, et vous ne serez jamais blâmé de restituer des débats doctrinaux. Au contraire, n'hésitez pas à le faire, parce que pour moi, vous ne pouvez que gagner des points. Parce que ça veut dire, et c'est ça qui nous intéresse, que vous avez une connaissance complète des choses. Voilà. C'est pas parce qu'on ne vous le demande pas forcément, donc on ne vous enlèvera pas des points si vous n'en parlez pas, que on ne vous en donnera pas si vous en parlez. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. Mais comprenez bien l'esprit dans lequel je présente les choses. Merci pour votre réponse. Je vais passer à la question du chat qui est: en dissertation, comment éviter de faire une introduction trop scolaire? Pour faire une introduction pas trop scolaire, j'allais dire, mais ça ne va peut-être pas vous éclairer, il faut que le devoir lui-même ne le soit pas. C'est-à-dire que si votre devoir, si le corps de vos développements contient une analyse suffisamment personnelle, c'est-à-dire vous avez vraiment bien rassemblé des tas de connaissances et puis vous avez bien compris la problématique à votre façon et vous avez donné à la restitution de ces connaissances une orientation qui révèle toute votre personnalité, votre compréhension des choses, vous aurez une démonstration, un plan original.
à partir de là, ça sert à quoi une introduction? Moi, j'ai dit toujours, c'est comme un entonnoir. Voilà. C'est-à-dire un truc qui fait comme ça. Voilà. Vous avez au départ un intitulé général, souvent assez large, assez vague, et vous allez d'abord préciser assez rapidement les termes du sujet, pris isolément et pris ensemble. Et quand vous les prenez ensemble, vous allez développer une première problématique. Vous allez les problématiser, c'est-à-dire vous allez montrer que derrière ces quelques mots, il y a toute une série de questions, d'interrogations. Et vous allez commencer à les expliciter. Et en les explicitant, vous allez resserrer l'entonnoir vers le plan et vers le corps du devoir, parce que vous allez dire, voilà, du coup, on laissera de côté pour telle et telle raison, tel ou tel aspect, on va traiter dès maintenant cet aspect-là parce qu'il ne mérite pas plus, donc vous allez faire le ménage et évoluer vers l'annonce du plan. Resserrer votre propos pour que quand vous annoncez le plan, le lecteur, il lui semble que ce plan est complètement évident, c'est presque un peu subliminal. C'est-à-dire il y a une espèce d'envoûtement, vous devez prendre votre lecteur par la main et le conduire à votre plan comme étant celui qui s'impose par rapport à la problématique que vous avez identifiée. Voilà. Et bien, croyez-moi, si vous faites ça, votre plan ne sera pas scolaire. Mais pour ça, il faut que votre devoir contienne une approche, un traitement du sujet qui lui-même ne soit pas scolaire. Voilà. Merci pour cette réponse. Il y a une autre question du chat. Dans une épreuve à distance, sur des questions de réflexion, comme, par exemple pendant des contrats, quelle est la méthode à adopter pour structurer nos réponses à chacune des questions tout en gérant le temps? Attendez, vous pouvez répéter, excusez-moi. Dans une épreuve à distance sur des questions de réflexion, comme c'est Ouais, le cas en droit des contrats, ouais. quelle est la méthode à adopter pour structurer nos réponses à chacune des questions? Alors, donc, oui, les questions de réflexion, oui. C'est pas, si vous voulez, c'est pas des réflexions qui sont très élaborées. Euh, la méthode, c'est celle que j'indique depuis le début, c'est-à-dire que quand vous avez, vous prenez le premier sujet, voilà, et rapidement, il faut que vous vous arrêtiez sur les termes du sujet en disant, bon, voilà, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce qu'il attend? Bon, voilà. Il nous pose une question, il met en confrontation un certain nombre de notions, etc., etc. Bon, donc là, vous allez tout de suite mettre sur le papier les éléments de cours qui forment la matière première. Et comme vous êtes en distanciel, éventuellement, vous pouvez aller les relire. Mais moi, je vous conseille, sauf si vous avez mal travaillé, de ne pas vous précipiter à relire vos notes. C'est-à-dire que vraiment, il faut que vous utilisiez ce que vous en avez retenu. Voilà. Peut-être que vous aurez une petite vérification à faire. Bon, est-ce que vous êtes en distanciel? C'est ainsi, vous n'allez pas vous l'interdire. Mais moi, je n'irai pas du tout reprendre la partie du cours parce que vous, c'est toujours pareil, connaissance et méthode. Mes connaissances, ce n'est pas le moment de l'examen que vous pouvez les acquérir. Voilà. Donc, mettez-vous en situation de savoir suffisamment les grandes lignes du cours pour pouvoir tout de suite dire, bon d'accord, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, j'ai mon code civil, ok, c'est bien ça que dit l'article, etc. Bon, et une fois que vous avez rassemblé la matière, et vous recommencez à lire la problématique. Et à partir de là, c'est une confrontation. Il nous demande d'envisager ce bloc de données sous ce prisme particulier que vous avez explicité en problématisant. Et à partir de là, voilà, la confrontation vous fait remplir une troisième feuille qui est, voilà le résultat. Ça part, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci, et vous commencez à avoir la trame de votre démonstration, vous l'ordonnez, et puis, éventuellement, vous pouvez faire un petit plan. Mais si vous voulez, ce n'est pas des mini-dissertations, hein, pour parler de cette hypothèse en particulier. C'est-à-dire que c'est souvent des questions
qui comment dire, qui ne suppose pas forcément énormément d'étapes pour être résolu. Voilà. Il faut simplement que vous ayez une, une capacité à rassembler tous les éléments d'argument et d'analyse dans une certaine logique. Et pour ça, vous pouvez effectivement faire un petit plan, voilà, peut-être éventuellement grand 1, grand 2, peut-être pourquoi pas grand A, grand B, si ça s'y prête, mais ne vous embarrassez pas d'une structuration trop élaborée parce que ce n'est pas des dissertations à spectre large, comprenez. Voilà. Donc ce sont des questions qui sont quand même plutôt resserrées, donc qui appellent une analyse assez simple. Et ce qui est important, c'est l'analyse. Et pour ce faire, il faut que vous ayez vite les connaissances et que vous appliquiez ensuite votre intelligence, votre méthodologie à la problématique particulière. Mais la restitution, je le répète, c'est surtout voilà, une réponse dans une démonstration qui je ne pense pas qu'il y ait forcément besoin d'une grande structuration. Il faut une pensée structurée, c'est-à-dire il faut que vous ayez votre squelette en disant bon, je vais lui parler de ça, puis ensuite de ça, et enfin de ça, voilà. Et là, vous pouvez éventuellement mettre bon ben, je développerai ma réponse en 3 temps, gna gna, premier temps tata, deuxième temps tata, voilà, ça peut se faire. Mais des plans très élaborés pour ce genre de sujet, pas nécessaire. Merci pour votre réponse. Du coup, on n'a plus d'autres questions dans le chat non plus, je crois pas. Non. Donc, je vais laisser Maxence conclure. Après, vu qu'il n'y en a pas d'autres dans le chat et nous, on n'en a pas eu d'autres dans le Google Form, donc je pense qu'on peut finir là. Donc, je laisse Maxence conclure. Du coup, pour conclure cette conférence, merci Monsieur le professeur d'avoir répondu à toutes ces questions dans un temps. C'est vrai que c'est un format où il y a énormément de questions à traiter et on n'a pas forcément le temps de tout approfondir dans le détail. Et vous avez réussi, je pense, à apporter tous les éléments nécessaires pour que tous ceux qui le souhaitent puissent avoir réponse à leurs questions. À ceux qui sont encore présents, si jamais vous souhaitez revoir certains moments de la conférence, enfin de ce Zoom avec Monsieur le professeur Revé, vous pourrez reconsulter la rediffusion qui sera mise en ligne ce soir sur le site internet de la CID. Et on vous souhaite à tous beaucoup de courage et bonne chance pour les examens. Et encore merci, Monsieur le professeur. Écoutez, c'est fait avec plaisir. C'est surtout moi qui dois vous féliciter d'avoir eu cette initiative. Je trouve que c'est une très bonne idée. Manifestement, il y avait quand même du public, donc il y a une attente. Donc c'est très sympa de votre part d'avoir pensé à proposer une réponse à ce besoin. Ce besoin, je le comprends, il est tout à fait normal et naturel. Nous sommes là pour vous aider dans la mesure de nos possibilités. Moi, j'espère vraiment que je vous ai éclairé. Voilà. Je m'y suis efforcé en tout cas, soyez-en certains. Je l'ai fait avec plaisir et je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de courage. Je mesure que c'est une année difficile, compliquée pour vous, personnellement, professionnellement, humainement. Voilà, nous sommes tous un peu dans une galère. Bon, une fois de plus, il faut relativiser. Il y a des choses bien plus graves, mais c'est quand même une épreuve collective. Donc, tenez bon. Sachez que vos enseignants sont conscients de vos difficultés et qu'ils évitent 2 écueils. Hein. Le premier, c'est de ne pas faire tout ce qu'ils peuvent pour que vous puissiez avoir l'année quand même la plus normale, que vous ne perdiez pas une année et que vous la validiez. Et l'autre écueil, ce serait celui qui consisterait, au nom de ce souci, à baisser excessivement le niveau d'exigence. À vous vendre de la monnaie de singe, c'est-à-dire il faut quand même que ça sanctionne un vrai travail pour vous, pour tout le monde, que vous soyez des juristes dignes de ce nom. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas hésité à répondre favorablement à la sollicitation de l'association pour justement voilà, pouvoir vous aider à travailler de la meilleure façon. Et une fois de plus, accrochez-vous, ça vaut le coup et les choses
je pense, vont se dérouler normalement malgré la difficulté. Voilà. Et bon courage à tous. Merci beaucoup. Voilà, et bonne année. Bonne année. N'hésitez pas quand même à faire un peu la fête, parce que c'est important aussi, ça repose l'esprit. Et puis ça fait des cas pratiques de responsabilité civile. Ça va.